Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer le scénario La Nuit de ma mort. Shadowcat incarnera Amelia Forman. Fab interprétera Lester Clay. Et Yarian sera Isaac Meyer. Bonne écoute de La Nuit de ma mort, épisode 1. Nous commençons par présenter les personnages. Je m'appelle Amelia Forman. J'ai une vingtaine d'années. Je suis fille unique et orpheline depuis quelques années, depuis que mes parents sont morts dans un accident de voiture. Je travaille à la radio. J'ai commencé comme standardiste, puis après la diffusion de La guerre des mondes de H.G. Wells, lu par Orson Welles, j'ai eu un déclic. J'ai changé de poste. J'ai quitté mon poste de standardiste pour réaliser des émissions radiophoniques de lecture de nouvelles étranges que j'écris moi-même. J'ai un intérêt pour l'art et l'écriture. J'écris donc des nouvelles dans un style avec de l'étrange. J'aime l'occultisme et je fréquente des photographes. Suite à la perte de mes parents, je fais de terribles cauchemars. J'ai également beaucoup de pression vis-à-vis de mon travail. Je suis hantée par le syndrome de la page blanche. Et pour me calmer, je consomme de l'héroïne. J'ai un ami, Lester Clay, un ancien policier, qui m'a récemment contacté pour que je l'accompagne sur une affaire. Il m'a dit qu'il fallait garder l'esprit ouvert. Merci beaucoup. Nous présentons à présent le second personnage. Je m'appelle Isaac Meyer. Je suis médecin, membre important de la société. Je suis installé à Boston. Je passe mon temps avec les notables de la ville. J'ai une très bonne réputation. J'ai quelques soucis d'intimité avec ma femme qui me causent de grands problèmes. Mais je suis quelqu'un de croyant et je ne veux pas m'abaisser comme le fait la plèbe en allant dans ces maisons particulières ou avec ces femmes qui traînent le soir dans la rue, ces femmes de mauvaise famille qui sont sûrement malades. Enfin bon, donc j'ai été contacté puisque j'ai effectivement de grands talents et diverses connaissances par un ami, Kent DeWitt, qui m'a apparemment même parlé de quelque chose qu'il aurait découvert. Ça me change de mon quotidien, donc j'ai bien sûr accepté et en même temps j'ai contacté une connaissance que j'ai, Lester Clay, un ex-policier. Il peut être pratique si on a des soucis peut-être de sécurité ou s'il faut un peu tordre la loi, allons dire. Et donc je l'ai contacté et nous allons donc rencontrer mon ami DeWitt pour qu'il nous explique ce qu'il attend de nous. Merci beaucoup. Et nous présentons enfin le dernier personnage. Je m'appelle Lester Clay. J'ai une quarantaine d'années. Je suis un ancien flic de Boston. J'ai été viré suite à une affaire où j'ai laissé mon collègue partir seul pour aller voir mon fils malade. Celui-ci s'est fait abattre par la pègre locale, ce qui n'a pas du tout été apprécié par mes supérieurs, et j'ai été limogé. J'ai une femme et 2 fils, et je suis maintenant un privé qui galère, un privé en manque d'argent, ce que je cache à ma famille. J'ai déjà vendu des bijoux et des objets pour garder notre niveau de vie. J'ai été contacté par Isaac Meyer, un médecin, ancien client à qui j'ai déjà tiré d'affaire, pour un problème où il faudrait garder l'esprit ouvert.
J'ai donc pensé à amener Amelia Forman, une amie, écrivaine et familière de phénomènes étranges. Son expérience pourrait être utile. Merci beaucoup. Nous sommes à Boston, en juillet 1939. La moiteur de la fin de l'après-midi, chargée d'odeurs marines, crée une atmosphère humide. L'absence de vent rend cette chaleur pénible. Vous êtes tous les trois devant une belle demeure, dans un quartier résidentiel de la ville. La demeure de Kent DeWitt. C'est la personne qui a contacté Isaac Meyer pour une affaire. Et Isaac ayant contacté Lester Clay, qui lui-même a contacté Amelia Forman. Vous êtes réunis devant sa demeure. Bonjour Lester. Bonjour Amelia. Je te présente le docteur Meyer. Docteur ? Il nous a demandé de venir pour une affaire où il fallait garder l'esprit ouvert. J'ai pensé à toi. Docteur Meyer, Amelia Forman. Bonjour. Je lui tends la main. Je te prends la main et je lui baise la main. Enchanté. Impressionné par les manières. Je ne savais pas que nous aurions une troisième personne, Lester. Vous m'aviez pas prévenu. Quoi, ça fait toujours plaisir d'avoir une belle personne à côté de nous. Il y a pas de problème. Vous avez une spécialité peut-être particulière, madame? Écoutez, docteur, rien à voir en ce qui me concerne avec la médecine. Le détective Clay, comme il le disait très justement, il faut garder l'esprit ouvert sur cette affaire. Et je pense l'avoir, puisque je travaille à la radio. J'ai une émission de feuilleton radiophonique dans laquelle je lis des nouvelles avec un style plutôt fantastique, étrange. Vous savez, comme George Orwell, La Guerre des Mondes. Ah, je ne connais pas, mais très bien. Mais il n'y a pas de problème. Si vous avez le moindre souci, moindre question, je serai là pour vous aider s'il le faut. Et vous êtes médecin généraliste ou vous avez une spécialité ? Non, je suis généraliste. Je m'intéresse aussi à d'autres sujets. C'est pour ça que j'ai été contacté par mon ami DeWitt. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire quelques expertises légales, d'autres sur des anciens squelettes, un peu d'anthropologie. Je suppose que peut-être que c'est lié à cela. Vous n'en savez pas plus ? Vous n'avez pas d'informations de donner ? Pas du tout, effectivement. D'accord. Ce que j'ai dit à Monsieur Clay, c'est ce qu'il vous a dit. Isaac, tu es comment ? Moi, je pense que je suis avec juste un veston et une cravate, pas plus. Je sais pas quelle température il fait exactement, donc mais quelque chose d'un peu plus léger que d'habitude. Mais je suis toujours bien habillé. En flanelle ou en lin, quelque chose Oui, comme voilà, un truc un peu plus léger. Je sais pas, je suppose qu'il fait quoi, 25-30, on est sur un truc. Quelque chose comme ça, ouais. Oui, donc oui, voilà, quelque chose de plus léger que d'habitude. Moi, j'ai un costume léger aussi, avec un par-dessus pour le cas où, quand il fait nuit, un chapeau à bord long. Peut-être t'as une arme dans ton par-dessus, je sais pas. Oui, j'ai une arme, évidemment. Ok. Jamais. Sans. D'où l'intérêt du par-dessus. Bah oui. Et moi, j'ai une robe des années 30, sans manches, vert émeraude. Voilà, avec un petit sac à main blanc. Là, je m'avance effectivement et puis je vais frapper Tu heurtes avec lui. l'heurtoir, voilà. D'accord. Kent t'ouvre la porte, donc vous êtes devant un jeune homme, entre 20 et 30 ans, qui a des lunettes et très très bien habillé. Il vous accueille. Ah, docteur Meyer, vous êtes venu. Vous avez amené des très bien. Écoutez, entrez. Je vous en prie. Je vais vous expliquer l'affaire. Très bien. Donc vous rentrez, il vous amène dans le salon et il vous fait asseoir évidemment. Donc il se présente à vous. Il salue d'abord Amelia. Ken DeWitt, enchanté, mademoiselle, madame. Mademoiselle Forman, enchantée également, monsieur DeWitt. Ken DeWitt, monsieur, il te tend la main. Lester. Bonjour monsieur, Lester Clay. Très bien. Vous avez la confiance de Dr Meyer, donc vous avez la mienne, évidemment. Je vous remercie, Dr Meyer. Je suis... Et
il remonte régulièrement ses lunettes en fait sur son nez qui glisse en fait, pas parce qu'il a chaud, mais peut-être elles sont un peu trop lâches, ou peut-être qu'il est juste très stressé et qu'il fait la sudation. Voilà, docteur, je vous ai contacté parce que voilà, je suis fiancé, vous savez, et ma fiancée, Thérèse Dumont. Alors, habituellement, elle est très vive, pétillante, et ces derniers mois, elle est tombée dans une profonde mélancolie, et elle est repliée sur elle-même, elle est pâle, elle a perdu toute cette vitalité qui l'a caractérisée, et je suis très inquiet. Elle mange presque plus, elle sort rarement de chez elle. C'est compliqué. Elle m'assure régulièrement que tout va bien, mais je vois bien moi qu'elle n'est plus la même. Alors sans doute, docteur, vous allez vous dire, mais c'est juste un cas médical et. Mais effectivement, oui, je suis désolé d'avoir amené du monde avec je me suis entouré de quelques personnes ayant des compétences atypiques, mais c'est peut-être juste un souci médical. Je vais vous expliquer, docteur, je vais vous expliquer. Elle m'a dit une fois qu'elle se sentait oppressée par une nuée mortelle. Alors moi, je n'ai pas compris. Nous avons contacté un aliéniste, figurez-vous, et ça n'a donné aucun résultat. Pourtant, je reste inquiet, et l'autre nuit, j'ai appelé chez elle, et il n'y avait pas de réponse. Alors, cela m'a inquiété, je m'y suis rendu, et je l'ai découverte, assise dans son salon, dans le noir, en robe de chambre et en pantoufles. Sa peau était froide au toucher. Elle semblait complètement plongée dans une transe profonde, et elle avait des traits figés dans un rictus de terreur. J'ai vraiment l'impression qu'elle pourrait être, excusez-moi docteur, mais possédée. Ah. Très bien, très bien. Ça dépasse, selon moi, juste quelque chose de médical. Est-ce que vous avez pensé à la ramener chez vous déjà, plutôt que de la laisser toute seule dans son appartement ? Bah non, vous savez bien, nous sommes que fiancés pour le moment. Elle vit dans son appartement, moi je vis dans ma maison, et quand le mariage sera prononcé, nous pourrons enfin vivre ensemble. Ou peut-être la ramener chez ses parents, tout de même. Faut peut-être la surveiller. Ah, elle est orpheline. Ah, c'est fâcheux. Donc elle a un appartement. Rassurez-vous, elle vient d'une très bonne famille, hein, mais. Moi, je n'en doute pas. Mais elle a perdu ses parents il y a quelque temps dans un accident. Voilà, mais donc qu'il a laissé seule. Je peux peut-être envoyer quelques télégrammes pour la faire juste interner, ou au moins lui trouver une chambre. Mais on peut peut-être déjà aller la voir, docteur, je ne sais pas, mais. Oui, mais je pense à tout. Vous savez, j'ai un esprit assez vif, donc je pense à toutes les possibilités. Je ne souhaite pas l'interner de force, et nous avons déjà vu un aliéniste et ça n'a donné aucun résultat. J'aimerais que, si vous pouviez, que vous meniez un petit peu une petite enquête auprès d'elle. Je vous remets à vous et à vos compagnons. Si vous voulez, je peux vous amener jusqu'à son appartement. D'ailleurs, je vais vous présenter ma fiancée. Mais elle ne va pas trouver cela bizarre? Vous lui en avez déjà parlé, ou Au grand mot, les grands remèdes. J'ai peur que nous le fassions peut-être un peu peur de débarquer à 4. Et en la questionnant, je ne veux pas créer de problème. Écoutez, je prends ça sur ma responsabilité, mais très bien. Je souhaite retrouver, déjà savoir qu'elle aille bien, et puis retrouver la Thérèse dont je suis tombé amoureux. Soit. Écoutez, nous pourrons y aller de ce pas, je suppose. Oui, à moins que vous ayez des questions supplémentaires, vous-même ou. Est-ce que vous avez pu relier le changement de son état à un événement particulier? Est-ce qu'elle vous a parlé d'une rencontre avec quelqu'un, d'un livre qu'elle avait lu, d'un voyage, de nouvelles connaissances? Non, là, qui me vient comme ça tout de suite, pas du tout. En plus, comme ça fait quelques semaines, voire mois, c'est compliqué. Je ne me rappelle pas. Vous savez, je suis un homme occupé, toujours dans les chiffres, et. Oui, vous savez, le mariage est aussi une épreuve. Peut-être que elle a quelques difficultés à l'accepter aussi. Nous allons lui parler. Je connais un peu les femmes, et je pense que nous trouverons quelque chose, ou quelques médications pour cela. Ça a été soudain ou progressif? Peut-être plus progressif que soudain, mais ça m'inquiète de plus en plus, quoi. Je vous ai dit la dernière fois, vraiment, ce rictus sur son visage qu'il a déformé, c'était atroce. Et vous l'avez présenté à un médecin? Un aliéniste. Ça me semble plutôt être du domaine de l'exorcisme.
Oula, allons d'abord la rencontrer, je pense que avant de partir. N'effrayons pas Monsieur DeWitt, Avant Mister. de faire tourner des tables, allons déjà voir comment elle va. Moi, je veux pas l'effrayer, mais ça fait des mois qu'elle est dans cet état-là. Je me demande quelles mesures il a prises, est-ce qu'elle a vu un médecin, est-ce que son état de santé physique a été Son état de... Bah oui, physiquement, elle allait bien. C'est juste quand elle m'a parlé de cette nuée mortelle ou des termes qu'elle a commencé à employer qui étaient vraiment étranges que je me suis demandé si elle était pas folle. Mais parce que physiquement, elle allait bien. Ok, et elle s'en rend compte de son état? Elle me dit que tout va bien et Elle pense que tout va de bien. ne pas m'inquiéter. Vous inquiétez pas, la mélancolie peut affecter même les plus vigoureux. En allant la voir, en discutant, s'il faut le faire changer de lieu, c'est pas... Ah, peut-être que c'est juste le voisinage ou autre. Ne vous inquiétez pas, nous allons la voir déjà, ce sera le concret. Je vous remercie, docteur Sébastien. Bien sûr. Si vous le souhaitez, nous pouvons y aller maintenant. Je veux juste savoir, elle est orpheline depuis longtemps ou c'est récent? Il y a 1 an que ses parents sont morts. Donc ses parents me connaissaient aussi. Ils ont eux-mêmes approuvé nos fiançailles. Oui, c'était pas facile. Si ses parents, voilà... Ah oui, c'était un choc quand même. Au début, je mettais cette mélancolie, comme vous dites, docteur, sur cette... Bien sûr. Mais T'as raison. Ça m'inquiète. Et le mariage est prévu pour quand? Bah écoutez, avec tous les événements, le deuil de le décès de ses parents, nous avons un certain temps à respecter pour les fiançailles, et puis moi, mon travail qui me prend beaucoup, là, tout s'est chamboulé. En fait, nous devions commencer à construire un planning prévisionnel, mais c'est tout tombe à l'eau. Nous allons arranger cela. Donc il vous emmène, il prend sa belle voiture. J'aide Amélia à monter dans la voiture avec sa robe. D'accord. Je l'aide à s'installer. Puis il reçoit l'aide du docteur. Ah oui, ça se fait à l'époque. Hein. Et il vous emmène donc à quelques pâtés de maison de là. Donc vous arrivez dans un beau quartier encore. Hein. Vous êtes au pied d'un bel immeuble de grès rouge, un quartier calme, aisé. Les gens qui habitent là ont certainement les moyens. Et il vous explique qu'elle habite dans cet immeuble-là. Et vous montez jusqu'à les quelques marches. Il frappe à la porte. Une vieille dame vous ouvre. Elle a les cheveux attachés, une tenue correcte, mais plutôt vous sentez que c'est sans doute une gouvernante ou quelque chose comme ça. Et, elle accueille Monsieur DeWitt, oui, bah vous venez voir Thérèse, je suppose. Oui, elle est là. Écoutez, vous avez du monde. Bon, entrez. Donc elle vous fait entrer. Vous arrivez à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a l'appartement comprend plusieurs pièces, que c'est richement meublé. C'est pas ostentatoire, voir, mais c'est clairement des meubles de qualité, voilà. Et vous attendez un petit peu dans ce hall d'entrée pendant que Kent va voir sa fiancée. Et vous le voyez se diriger vers dans une pièce. Peut-être vous entendez des échanges à voix basse. Après, je sais pas si vous souhaitez en savoir plus ou essayer de tendre l'oreille ou pas. Moi, j'essaie de tendre l'oreille. T'essayes de tendre l'oreille et t'as du... Enfin, c'est difficile. Enfin bon, en plus t'as peur de pas être discret en fait, donc tu prends un peu gauchement. Il parle vraiment à voix basse. Peut-être que ça attire ton attention, Lester, et que toi tu veux faire la même chose ou pas, mais t'es pas obligé. Ah oui, je le vois qui essaye maladroitement d'espionner la conversation, donc je m'approche de lui et moi aussi j'essaye d'écouter. Tu t'entends vaguement. Alors, je n'ai pas du tout envie de divertir des étrangers. Écoute, Kent, mais si, écoute, Thérèse, c'est important, c'est pour toi. Mais je te dis que je vais bien. Bon, écoute, tu les reçois un petit peu, et puis, vraiment, si ça peut te faire plaisir, voilà, c'est un échange un peu comme ça, quoi. Pendant ce temps-là, il y a la gouvernante qui est là et qui a pris vos par-dessus, quoi, éventuellement ce que vous lui donniez, et puis... J'ai gardé ma mallette avec les médications. J'ai un petit truc. D'accord. Matériel en fait. Kent revient et puis elle échange encore 2-3 mots avec la gouvernante qui lui dit vous savez
Elle a à peine touché à son assiette. Pourtant, je lui ai fait son plat préféré. Je ne comprends pas. Kent pose la main sur la gouvernante et s'adresse à vous. Bon, Thérèse accepte de vous recevoir. Je ne crains qu'elle soit très coopérative, mais bon, c'est déjà ça. Très bien. Il est quelle heure? On est en milieu d'après-midi. D'accord. Préparez-nous du thé, des petits gâteaux, madame. Tu dis ça à la gouvernante? Oui, je dis ça à la gouvernante comme ça. Ah oui, bien sûr, elle l'opine de la tête et elle part en cuisine. Je regarde Ken, je lui fais, ça permettra un peu de montrer qu'on reste pour prendre un verre, pour faire durer un peu l'entretien. Très bien. Et puis, il vous mène dans la pièce voisine, dans laquelle était Thérèse. Vous la surprenez à ranger maladroitement un ouvrage dans un tiroir de son bureau qu'elle ferme à peine. Et puis vous êtes en face d'une jeune femme, relativement jolie, au teint diaphane, brune, des grands yeux. Elle est assez grande. Oui, Kent. Alors, tu me présentes tes amis? Tout à fait, Thérèse. Voici Dr Meyer. Un docteur, encore. Enchanté, madame, je lui baise la main. D'accord. Elle l'attend de façon quasi automatique, en fait. Dans... Monsieur, j'ai oublié votre nom, excusez-moi. Lester Clay. Monsieur Clay. Bonjour, mademoiselle. Et mademoiselle Forman, Amelia Forman. Forman. Si tu veux bien, Thérèse, répondre à leurs quelques questions, ça pourrait peut-être t'aider, nous aider. Écoute, Kent, je vais voir ce que je peux faire. Je vous écoute. On est dans un salon, là? Ouais, vous êtes dans un salon, elle vous a installé. En fait, il y a un bureau dans lequel elle se pose sans doute pour écrire, faire ses correspondances, des choses comme ça. Vous pouvez ou vous asseoir, ou faire ce que vous voulez, quoi. Du coup, moi, je fais attention où elle a rangé le livre. Et j'essaierai à un moment inopportun de... Voulant faire le tour pour aller t'asseoir, tu vas passer derrière le bureau, voir si tu vois la couverture. Okay. Bah, tu peux constater qu'en fait, il s'agit d'un livre d'Edgar Allan Poe, sur lequel il y a écrit « Le Corbeau et autres poèmes ». Moi, je voulais faire un rapide balayage, regarder la pièce pour voir si, je sais pas, il y a des tableaux, des choses que je connais, pour avoir une impression de chez qui on est. Tu vois, ça donne des informations. T'as quelqu'un d'un bon niveau de vie comme son fiancé. En fait, c'est quelqu'un de aristocrate. Et oui. Il y a quelques livres, quelques ouvrages, il y avait peut-être une maquette de bateau quelque part, des photos de Floride, et puis quelques ouvrages, effectivement. Donc tu te dis que ça c'était peut-être la pièce où ses parents étaient avant, et qu'elle a récupéré le bureau de son père, et puis lui il est... Et elle fait sa correspondance, juste comme ça. Tu peux aussi apercevoir le bouquin qui est pas, c'est ce que pas je très bien demandais rangé. si j'ai vu ou pas. Ouais, et il n'y a pas trop d'autres livres en fait. Pendant que le docteur il fait le tour pour regarder dans le tiroir et que Amelia elle scrute la pièce, moi je prends en main l'interrogatoire, du coup je vais le prendre comme ça. Oui mademoiselle, on est là pour rassurer votre fiancé. Ah bah. Monsieur DeWitt s'inquiète de votre état. Il nous a relaté qu'il vous avait vu plusieurs fois en catatonie, voire en transe, mais que vous soutenez que tout va bien. Oui, j'ai pu me sentir mal de temps en temps ces derniers temps, mais vous savez, les humeurs d'une femme, enfin bon, tout va bien. Ken s'inquiète pour rien du tout. Ken, lui, il est parti en cuisine aider la gouvernante à amener comme ça, il vous laisse un peu l'intimité de l'interrogatoire. D'accord. Ce qui me va très bien. Et du coup, vous pensez qu'il s'inquiète pour rien, et vous pensez que tout va bien. Oui, c'est cela. Et je crois, hélas, que Kent vous est en train de vous faire perdre votre temps. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer le terme nuée mortelle? Oh, je vous ai aussi parlé de ça. Oh, j'ai été idiote, j'ai sans doute exagéré mes moments de tristesse. Vous savez, comme souvent, nous autres les femmes, nous avons tendance à le faire. Je suis l'homme d'une seule femme et elle n'a pas tendance à exagérer ses moments de tristesse, mademoiselle. Eh bien, c'est une exception alors.
J'enchaîne sur ce moment gênant. Mademoiselle Dumont, je vous présente toutes mes condoléances pour le décès de vos parents. Ça ne doit pas être... ce n'est pas évident, c'est rien de le dire, que de perdre ses parents lorsque nous sommes encore jeunes, on va dire. Ça ne devrait pas arriver aussitôt. Moi-même, j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture il y a à peu près 1 an. Et donc, je peux imaginer et partager votre peine vis-à-vis de cet événement tragique. Par contre, je vois que vous habitez dans leur appartement, c'est cela? Je vois une maquette de bateau. Mais c'est un moment difficile, en effet, mademoiselle, et je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet, mais si vous souhaitez savoir si j'habite leur appartement, oui, c'est désormais le mien, j'en ai hérité, évidemment. Étant leur seule fille. Ça ne doit pas aider pour votre deuil, mais c'est un choix personnel. Du coup, je prends la parole puisque je vois qu'il y a un ange passe. Donc je fais, sachez que mademoiselle, effectivement, je suis docteur, mais je suis aussi un ami de votre futur mari et nous venons là en toute amitié pour lui et pour vous, pour que tout se passe bien. Nous sommes là pour vous aider et pas pour vous ennuyer. Et si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, je suis même prêt à vous ausculter en tant que médecin. Si vous avez le choix que ce soit. Je suis déjà allé voir un aliéniste qui n'a rien trouvé d'inquiétant. Vraiment, je suis désolé pour vous. Kent vous fait perdre votre temps. Il n'y a pas de lieu de s'inquiéter, tout va bien. Je peux même vous prodiguer quelques somnifères si vous avez du mal à dormir, des choses aussi simples que cela. Non, ça va très bien. Non, votre sommeil va bien. Donc il y a Kent qui revient avec la gouvernante pour vous disposer du thé que vous avez demandé. Thérèse enchaîne. Oui, Kent, tu veux pas leur dire qu'ils se font du souci pour rien. Voilà, elle essaie vraiment d'éluder un petit peu tout ça. Moi, j'essaie plutôt de pas de l'ausculter, mais de la questionner pour voir si quelques symptômes me parlent. Des choses comme avez-vous peut-être des flashs ou peut-être tu la trouves très lunaire en fait. Tu la trouves très un peu et vous constatez que à plusieurs reprises elle essaye d'apaiser Kent en fait. Elle a pas des gestes de tendresse envers lui parce que elle est en public et tout ça et puis mais elle a tendance à essayer de le rassurer. C'est vraiment bizarre comme entretien que vous avez avec elle. Mais moi, en tant que médecin, quand je la regarde, je la vois pas quelques particularités. Tu la trouves pâle. Ouais. Bon. Donc, c'est passé, j'en ai t'as entendu qu'elle mangeait peut-être pas suffisamment. Un peu lunaire, un peu absente peut-être, oui. Vous comprenez qu'elle a une grosse tendance à la dissimulation. Vous savez pas si c'est par gentillesse ou pour pas attirer l'attention à elle, mais en fait, elle essaie toujours de s'effacer, en fait, vis-à-vis de toutes les questions que vous avez posées. Elle veut pas... peut-être même elle a peur pour Kent. Et vous finissez le thé, puis Kent commence à vous raccompagner, en fait, à sortir avec vous. Avant de sortir, j'aimerais bien avoir un entretien avec la gouvernante, moi. Du coup, je la... pendant que vous prenez le thé, tu peux aller voir la gouvernante. Quand elle sort de la pièce, du coup, je la suis. Ouais. Et je vais lui parler. Madame... Elle a un peu voûté, tu sais, elle est un peu petite. Oui, mais du coup, elle est plus de mon statut social, du coup, je peux plus facilement m'approcher d'elle et on a plus de points communs. Madame, nous sommes venus concernant l'état de Mademoiselle Dumont. Vous sembliez inquiète quand on est arrivé pour son état de santé, vous aussi. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Oui, vous comprenez, je me fais du souci pour la petite Thérèse parce que moi, je l'ai connue quand elle avait encore ses parents et bon là, avec le mariage, la perte de ses parents, je comprends qu'elle soit un petit peu triste et oui, je m'inquiète qu'elle mange pas assez. Ça m'inquiète un petit peu, mais je me fais pas plus de soucis que ça. Vous savez, je m'occupe bien d'elle. Oui, je suis persuadé que vous vous occupez très bien d'elle, madame. C'est juste, nous avons été
mené ici pour des symptômes autres que la perte d'appétit. Vous n'avez rien vu d'étrange ou de Non, sortant de l'ordinaire? vous savez, j'ai cru comprendre que Monsieur DeWitt avait parlé une fois était venu une nuit ou quelque chose comme ça. Moi, je ne suis pas là la nuit. Je suis là la journée pour m'occuper de la cuisine, du ménage, ce genre de choses. Mais Mais la journée, il s'est jamais rien passé d'étrange. je veux rien trouver de. Madame Vac a ses occupations. Elle a très bien surmonté le décès de ses parents, même si c'était difficile au début. Elle a fait preuve d'une grande dignité. Des fois, elle part au parc, voilà, se promener, mais puis elle voit Monsieur DeWitt, qui est un homme fort sympathique. Il est très inquiet, madame. Ben, je comprends, mais vous savez, les jeunes hommes, à l'approche d'un mariage, souvent font preuve d'inquiétude ou voilà. Je peux comprendre cela. Puis, comme elle est seule maintenant, qu'elle n'a plus ses parents, peut-être que il la surprotège, je ne sais pas. Donc vous pensez vous aussi que toute cette affaire est liée à une excitation à l'arrivée du mariage du futur mari et une tristesse à l'arrivée du mariage de la future mariée? Pour ça, oui, peut-être, je ne sais pas. Vous savez, moi, je suis qu'une gouvernante. Faut pas vous dévaloriser comme ça, madame. Je suis sûr que vous faites très bien votre travail. Ah ben merci, monsieur. Je vous remercie. Et puis, donc, une fois que tu as fini ta conversation, Kent vous raccompagne et vous fait sortir de l'appartement, vous redescend. Alors, qu'est-ce que vous avez bien vu? Elle est Oui, oui, tout à fait. Vous avez raison. Moi, je pense à une mélancolie. On peut toujours lui donner une médication dans ses repas, mais ce serait à son insu, et je ne sais pas si c'est ce que vous voulez faire. Ah non, je ne souhaite certainement pas droguer ma femme. Mais je comprends, mais quand la patiente refuse d'être soignée, on peut pas faire grand-chose. Peut-être la faire sortir plus souvent, lui faire changer d'air, peut-être lui ramener des fleurs, des choses plus colorées pour colorer sa vie, vous voyez, quelque chose, ce genre de choses, des cadeaux. Bah écoutez, docteur Meyer, je fais de mon mieux. Je comprends, ce ne sont que des conseils, mais et peut-être avancer le mariage, ça permettrait d'avoir près de vous. Ce serait peut-être plus facile. Écoutez, je vais y songer effectivement, même si je suis très pris. Je comprends, mais je pense en être capable. Vous m'avez dit, Monsieur Clay, que vous êtes dans quelle branche, Monsieur Clay? Je suis un privé, monsieur. Eh bien, je n'ose demander ce que je vais vous demander, mais il en va de la santé de ma future. Vous pouvez y aller. Hein. Est-ce que vous pensez qu'envisager peut-être une filature ou comme regarder un petit peu ce qu'elle peut faire, ça pourrait être apporter des... Vous voulez que je suive votre future femme? Bah, que je ne sais pas, quand j'ai trouvé en pleine nuit comme ça, complètement au transit froid, c'est ça... Non, mais vous mettez pas la rate au courbouillon, monsieur. C'est assez fréquent et ce sera pas la première fois ni la dernière fois. Bien sûr, je m'occupe de ça. Docteur Meyer, je sais que c'est peut-être inconvenant ce que je viens de faire, mais... Ah non, vous avez raison, non. Je pense que... Vous me voilà rassuré. Il te regarde, Amélia, et il regarde si ça te semble te choquer, en fait, ce qu'il demande, et... N'ayez crainte, Monsieur DeWitt. Manifestement, votre future femme n'est pas du tout coopérative et si vous vous inquiétez pour elle, je pense que c'est la meilleure chose qui reste à faire. Tu vois, quand tu as fini de parler après les deux autres, que il y a une espèce de poids qui s'est ôté de ses épaules. Il était tout confus de demander ça et je vous remercie, Docteur Meyer. Vous avez fait preuve d'efficacité en contactant vos amis, car je me sens un peu rassuré et je pense que nous avons peut-être une solution pour. C'est très bien alors. Pour aider Thérèse. Je suis content pour vous. Écoutez, je vais vous laisser. Vous pouvez me contacter quand vous le souhaitez pour me tenir au courant. Je vais retourner à mes affaires et je vais songer à ce que vous m'avez dit, docteur Meyer, pour la date du mariage. Je vais y songer. Très bien. Je
peux vous laisser ici, vous êtes devant l'appartement ou... Oui, nous allons prendre un taxi. Vous raccompagner. Peut-être que vous voulez récupérer vos véhicules. Je sais pas si vous êtes venu en voiture, mais chez lui. Ah oui, mon véhicule est chez vous, mais je peux prendre un taxi pour aller chez vous. Non, mais je vais vous raccompagner et puis vous le prendrez. C'est bien aimable. Donc il vous ramène chez lui, puis. Lorsqu'on se sépare, peut-être proposer à Amélia d'aller dans un salon de thé. Juste nous deux ou... Oui. Je vous salue, Voilà, je m'en vais, je prends ma voiture et je vais me mettre en poste devant l'appartement. Voilà, je me mets en... Bah, de toute façon, c'est une planque. femme, donc elle peut pas conduire. Elle a pas le, voilà. Donc j'en profite justement pour dire, si vous voulez, je peux vous raccompagner et puis on pourrait boire un thé dans un salon de thé, et manger une pâtisserie. Je suis surprise de la proposition du docteur que je viens de rencontrer. Après, je me dis, c'est une pâtisserie. Ça va. Donc, je me dis, c'est l'opportunité de faire plus connaissance. Donc, écoutez, pourquoi pas, oui. D'accord. Donc, dans un premier temps, Lester, tu vas aller te garer devant, comme t'as l'habitude de faire, peut-être pas directement dans une ruelle ou quelque chose comme ça. Et je me mets en planque discrète et j'attends il y a un mouvement, quelque chose bouge, que la gouvernante sorte. Ou... D'accord. Donc, t'attends. Tu te dis que la gouvernante, si elle va sortir se faire des courses, peut-être elle va sortir dans la journée. Sinon, en fin de journée, elle va quitter le domicile. Et t'es peut-être plus alerte sur le fait que il te semble que ça s'était passé la nuit, quelque chose comme ça, donc tu essaies de dormir un petit peu, de somnoler un petit peu en gardant un œil ouvert, mais de te reposer. Si tu dois faire une planque la nuit, tu vois, une surveillance la nuit, t'as l'habitude de te faire tout ça, en fait. Oui, je suis une clope sur clope et voilà, pas de problème. Ok. Pendant ce temps-là, vous allez finir la journée dans un salon de thé. Et ainsi se termine La Nuit de ma mort, épisode 1.